Hawkins, États-Unis, dans les années 80. Des enfants à vélo, un mystérieux laboratoire qui semble être lié à une disparition étrange, et soudain, un monde parallèle, des expériences sordides, des monstres, des pouvoirs psychiques et un sentiment de menace constante. Stranger Things est un véritable phénomène de ces dernières années, mais comment a fait cette petite production sortie nulle part pour devenir la série incontournable de la dernière décennie? Aujourd'hui, je vous propose de plonger au cœur des secrets de Stranger Things pour essayer de comprendre comment cette série nous rend tous accros. Stranger Things, c'est tout d'abord une machine à remonter le temps. Dès les premiers épisodes, on est plongé dans l'esthétique des années 80. Les vélos, les talkie-walkie, les bornes d'arcade, les tapisseries moches, les décos attrape-poussière et les néons. Le soin tout particulier qui a été apporté à l'esthétique de la série est en grande partie responsable de son succès, car nous sommes réellement transportés dans ce monde. Ce n'est pas juste un décor, c'est une époque choisie avec soin. Les frères Duffer ont été bercés par les récits de Spielberg et Stephen King, et cela se ressent tout au long de la série. Mike déguise 11 comme la sœur de Elliot déguise E.T. dans la saison 1. Et tandis que les agents du gouvernement ont envahi la maison des Wheeler, le groupe d'amis tente de leur échapper à vélo. Les parallèles entre Stranger Things et les classiques des années 80 sont nombreux. Une référence directe aux Goonies sera carrément faite dans cette scène. The objective, find the X. Yeah? What's at the X? Pirate treasure? Bob? Le clin d'œil est plus gros encore lorsqu'on sait que l'acteur qui joue Bob, Sean Astin, a joué dans les Goonies plus de 30 ans plus tôt. Et chaque plan, chaque son, chaque référence est un clin d'œil à cette culture. En passant par les soirées Donjons et Dragons, la sortie retentissante de Retour vers le futur dans les cinémas, les antagonistes soviétiques caricaturés et les sons de Metallica, chaque élément est un symbole permettant de jouer sur la nostalgie des spectateurs qui ont connu cette époque. Et ce qui est fort, c'est que cette esthétique ne plaît pas uniquement à un type précis de personne. Là où de nos jours, la plupart des séries à succès s'adressent à un genre de spectateur bien précis, Stranger Things a tout misé sur le rouge et a fait le pari risqué d'essayer de captiver toutes les catégories d'âge. Pour les trentenaires ou quarantenaires, Stranger Things leur procure en effet Madeleine de Proust. À la manière de la ratatouille mangée par Anton Ego dans le film d'animation Ratatouille, la série est un déclencheur émotionnel qui les ramène en enfance. Mais ce qui est étrange, c'est que cette mise en scène soignée et ce monde vintage stylisé captive tout autant les spectateurs les plus jeunes. Pourquoi? Parce que ce que la série réveille, même chez les spectateurs plus âgés, ce ne sont peut-être pas juste des souvenirs et une certaine nostalgie d'une époque bien précise. Car tout comme Proust et Anton Ego, ce ne sont pas les Madeleines ou la ratatouille à proprement parler qui leur procurent ces émotions. Ce sont les émotions sous-jacentes et induites par le fait de déguster ces dernières. Ce sont des sentiments universels, indépendants de l'âge, des cultures ou des époques. Des émotions fortes que vous avez vous-même déjà dû ressentir. Celles des souvenirs d'enfance, de l'appel de l'aventure et du mystère. Or, ces sentiments ne sont pas juste décoratifs, auquel cas ils n'auraient pas réellement fonctionné. Non, Stranger Things utilise très intelligemment ces émotions de manière à nous raconter une histoire. Mais je ne vous apprends rien en vous disant qu'une bonne histoire n'est rien sans des personnages attachants, humains et hauts en couleur. Et ça tombe bien car de ce côté-là, disons que la série n'est pas en reste. Ce qui fait battre le cœur de Stranger Things, ce n'est pas que son univers et ses décors, ce sont aussi et surtout ses personnages. Là où la plupart des séries mainstream souffrent du symptôme du personnage creux, Stranger Things s'inspire des plus grands et nous offre un véritable cocktail explosif composé d'un mélange de personnages humains. Si l'on prend l'exemple de 11, une enfant élevée comme un rat de laboratoire, privée de sa famille, de langage et d'amour, on comprend vite que son isolement est aussi symbolique. Incapable de communiquer avec les autres, elle est coupée du monde. Et ce n'est qu'en s'échappant du laboratoire d'Hawkins qu'elle découvre l'amitié, l'amour et la solidarité. Au fil des épisodes, et malgré ses traumatismes, 11 développe une relation amoureuse avec Mike, une relation père-fille avec Hopper et une belle amitié avec Max. Ce sont ces liens qui lui donnent la force d'affronter les monstres du monde à l'envers, métaphore de ses propres démons intérieurs. L'exemple le plus marquant est cette scène du dernier épisode de la saison 2 où 11, poussé par l'urgence de sauver ses proches, mobilise toute sa puissance pour refermer le portail vers le monde à l'envers. C'est grâce à ses amis Franco de Port, en plaçant les copains d'abord, que 11 parvient à repousser ses propres démons, matérialisés par les monstres du monde à l'envers. Hopper, shérif Dawkins, rongé par le deuil de sa fille, est au départ un homme désabusé, presque anesthésié par la douleur. Il vit en marge dans une routine morne jusqu'à ce que la disparition de Will Byers le replonge dans l'action. Alors ce qui devait être un simple devoir professionnel se transforme pour lui en une résurgence de son instinct paternel, une réactivation de son humanité. Au fil des saisons, Hopper se reconstruit à travers les liens qu'il tisse, notamment avec 11, qu'il adopte comme sa propre fille. Leur relation, faite de maladresse, de tendresse et de colère, devient vite le cœur de son évolution. Il apprend à aimer à nouveau, à protéger sans étouffer, à faire confiance. Ce n'est plus seulement le shérif de Hawkins, mais un père prêt à tout sacrifier pour sa fille. Dans les moments les plus sombres, comme lorsqu'il affronte les agents du laboratoire d'Hawkins, ou un démogorgon lorsqu'il est fait prisonnier dans un goulag soviétique, Hopper incarne cette figure du protecteur, capable de se battre contre les monstres extérieurs comme contre ses propres fantômes intérieurs. Je ne vais pas faire la liste de tous les personnages de la série, mais tous sont attachants à leur manière, et chacun d'eux possède une part d'ombre, ce qui les rend humains. Même les seconds rôles brillent. Nancy, Jonathan, Steve, Billy, Robin, sans parler de Eddie. Et pourtant le casting n'avait à l'origine rien d'exceptionnel, et la plupart des acteurs étaient inexpérimentés et inconnus du grand public. Les seuls acteurs connus à l'affiche de la saison 1 étaient Winona Ryder et Matthew Modine. Stranger Things, c'est ça, des personnages qui changent, qui
tombent, qui commettent des erreurs, qui craquent, qui parfois se relèvent et parfois pas. Les antagonistes ne sont pas en reste, même si au fil des saisons on commence à ressentir un effet The Walking Dead. Entendez par là un enchaînement de non mais en fait ce méchant c'est pas le vrai méchant, ce sera celui de la prochaine saison. L'utilisation de noms de monstres issus de l'univers de Donjons & Dragons pour caractériser les antagonistes de la série permet d'entretenir cette esthétique années 80. Les Démogorgons, Flagelleur Manteau, Vecna et consorts font aujourd'hui partie de la pop culture et restent des antagonistes iconiques. Ce qui nous retient, ce n'est pas juste l'action, le suspense, ce sont les personnages et leur personnalité forte et authentique. On s'attache à eux et on finit par s'identifier à certains. On a tous été ce gamin un peu paumé comme Dustin, comme Max, cet ado en colère, comme Joyce, ce parent dépassé, ou comme Nancy et Jonathan, des jeunes adultes un peu pris au dépourvu qui doivent faire face à l'entrée dans la vie active. Et c'est pour ça qu'on revient, saison après saison, parce qu'on veut savoir ce qu'ils deviennent, parce qu'on se reconnaît dans leurs peurs, leurs amitiés et leurs épreuves. Stranger Things se présente comme une série d'horreur et de science-fiction, certes, mais derrière les créatures cauchemardesques et les dimensions parallèles, c'est avant tout une œuvre profondément humaine. Son écriture, subtile, offre à ses personnages une évolution touchante et cohérente. Adolescents, adultes, marginaux ou héros malgré eux, tous affrontent les épreuves de la vie. Le deuil, l'amour, l'identité et la solitude, tout en luttant contre les monstres du monde à l'envers. Mais si ces deux combats ne formaient en réalité qu'un seul et même affrontement, et si les démons surnaturels n'étaient que le reflet amplifié de ce que les personnages portent en eux. Le monde à l'envers. Ce monde parallèle, sombre et déformé n'est pas seulement un espace physique, il est aussi le reflet des tourments intérieurs des personnages. Il incarne une réalité psychique, un territoire mental où se matérialisent les peurs, les traumatismes et les douleurs refoulées. Ce n'est pas un hasard si les accès au monde à l'envers s'ouvrent dans des moments de crise, comme si les failles émotionnelles des protagonistes fissuraient la frontière entre les mondes. Vecna et le flagelleur mental ne sont pas de simples antagonistes surnaturels, ce sont des incarnations des traumatismes de la solitude et du rejet. Vecna, en particulier, agit comme un parasite psychologique. Il s'immisce dans les esprits fragilisés, exploitant les blessures non cicatrisées. Chaque victime de Vecna est choisie pour sa vulnérabilité émotionnelle, comme si le monstre se nourrissait de la douleur et de tout ce que ses victimes auraient pu refouler au plus profond d'eux-mêmes. La seule manière que nos personnages ont réussi à trouver afin d'échapper à son emprise est de faire écouter à la victime une musique qu'elle apprécie, de manière à l'aider à se focaliser sur le positif et sur des souvenirs agréables. C'est de cette manière que Victor Krill et Max ont pu échapper à Vecna. Max s'est remémoré ses souvenirs avec Lucas et ses amis, ce qui lui a permis d'oublier un instant cette culpabilité et la douleur dont elle n'arrivait pas à se défaire. Le flagelleur mental représente quant à lui une menace plus diffuse, plus systémique, une force qui cherche à contrôler, à uniformiser et à effacer l'individualité. Ce qui n'est pas sans nous rappeler ces forces poussant au désespoir et à l'uniformisation que presque tout adolescent ressent malheureusement à notre époque. Quand on pense à tout ce à quoi Onze a dû faire face dans les 3 premières saisons et qu'on la voit désemparée face à un groupe d'adolescents qui la harcèlent parce qu'elle est étrange et ne rentre pas dans le cadre, ce message prend tout son sens. La série parvient à nous faire ressentir les mêmes émotions lorsque notre groupe de personnages favoris affronte des monstres issus d'un univers parallèle que lorsqu'ils doivent faire face à des défis de la vie réelle. L'horreur dans Stranger Things dépasse largement le simple gore. Ce qui terrifie, ce n'est pas le sang mais l'invisible. Ce sont les silences, les regards figés, les cauchemars qui s'immiscent dans le quotidien. Chaque monstre est lié à une douleur humaine, la perte, l'abandon, la culpabilité et l'angoisse de grandir. La série devient alors une métaphore puissante des obstacles de la vie à tout âge, l'adolescence, la parentalité, le deuil et la solitude, et montre que les véritables batailles ne se jouent pas seulement contre des créatures venues d'un autre monde, et contre les ombres que chacun porte en soi. Chaque personnage de Stranger Things représente une facette, une personnalité propre et des défis à surmonter. Les métaphores proposées par la série nous invitent à surpasser nos propres démons en nous focalisant sur ce qui nous reste de positif et sur ce que nous avons de plus cher, car c'est le seul moyen d'aller de l'avant et de ne pas se laisser consumer de l'intérieur par le flagelleur mental ou de se faire détruire par Vecna. C'est peut-être pour ça que cette histoire nous touche autant. À travers les obstacles surmontés par nos personnages favoris, on retrouve une part de nous-mêmes, une part qui est en permanence assaillie par les assauts incessants de monstres qui ne viennent peut-être pas d'un monde parallèle, mais qui en réalité trouvent leur origine dans un endroit plus sombre encore, notre propre esprit. Si Stranger Things nous touche autant, c'est peut-être parce qu'elle nous parle de nous, de nos souvenirs, de nos peurs, de nos liens à travers ces personnages, et le tout dans un univers à l'esthétique soigné. Bien que la 5e saison, dont la première partie sortira le 27 novembre 2025, viendra clore la série, cette production demeurera sans conteste comme l'une des plus marquantes et des plus réussies de ce début de 21e siècle pour le petit écran. Je me demande comment les scénaristes vont choisir de clore l'histoire. Il faut espérer un final qui soit à la hauteur de la série et qui parviendra à éviter l'accident sur la dernière ligne droite. Et toi, comment penses-tu que la série va se terminer? N'hésite pas à partager tes théories en commentaire, à liker la vidéo et à t'abonner pour ne rien manquer de la suite.